Autour de la notion du management de l'engagement, qui est une nouvelle question RH pour nous, en tout cas au niveau de la littérature, au niveau de ce qu'on peut lire sur différents blogs. Management des compétences, d'un coup la compétence c'est plutôt positionné en arrière-plan pour laisser entrevoir la notion de talent. Est-ce que la gestion des compétences a prouvé son échec au travers des politiques de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences? Gestion des talents, qu'est-ce que ça veut dire et comment ça se traduit en termes de pratiques de gestion des ressources humaines? Et puis avec la transformation digitale de nos organisations et la prise de conscience de nos entreprises que la frontière entre salariés consommateurs finalement venait à complètement disparaître, la notion d'engagement, d'implication du collaborateur dans le business est devenu un enjeu majeur. Et puis un défi également pour nos pratiques RH, pour pouvoir échanger autour de cette thématique. Deux invités, Damien Péchet, directeur associé de l'ESN, l'entreprise de services numériques Enware, et puis Nicolas Hernandez, qui est président de l'entreprise 360 Learning, qui est spécialisée sur la transformation des dispositifs de formation. Et puis moi-même, donc Arnaud Gien-Pablicki, responsable recrutement et marque employeur, donc rattaché à la direction des ressources humaines de l'association pour l'emploi des cadres. Première question que j'aimerais vous poser. Gestion des compétences, gestion des talents, management de l'engagement, comment ça se traduit, Damien, par exemple, pour toi, dans ton quotidien? Donc bonjour à tous. Donc pour vous présenter rapidement, désolé pour la voix, Enware, donc on est une société de services dans l'informatique. Donc c'est un type de société qui pendant longtemps a souffert d'une image assez négative. Et on avait un véritable enjeu à transformer finalement cette vision qu'avaient les salariés du monde de l'entreprise. Donc aujourd'hui, la gestion des talents chez Enware, elle est gérée de la manière suivante, c'est-à-dire on a fait un choix qui est assez fort. On n'a pas de direction des ressources humaines aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a splitté les différentes fonctions de la DRH et on a essayé de les mettre au plus près du métier. Qu'il s'agisse du commerce, qui est un élément important chez nous, et du technique, bien évidemment. Donc voilà, la gestion des talents, déjà, elle se fait par le fait qu'on a essayé de diffuser la DRH dans toute l'entreprise. Voilà, pour ce qui nous concerne. D'accord, donc plutôt diluer, diffuser, on va dire, donner une couche RH à l'ensemble des décideurs de l'entreprise, plutôt que de l'incarner par une personne. Effectivement, on a dans l'idée qu'aujourd'hui, pour les ESN, on est sur un marché qui est très porteur en termes de business. On est un des rares secteurs aujourd'hui dans l'industrie qui ne souffre pas de cette crise dont on entend parler au quotidien. La vraie crise chez nous est sur le recrutement, justement. Il est très compliqué de conserver les ressources, de conserver les talents. On a des taux de turnover qui peuvent atteindre des 30 à 35%, ce qui est quand même énorme, puisque derrière, ça a des impacts sur la formation, ça a des impacts sur toutes ces choses-là. Et on a beaucoup de SN qui ont eu l'impression finalement de servir de centre de formation pour la concurrence. Donc on a pris ce positionnement de dire Enware est une marque et on doit agir comme une marque, agir auprès de ses consommateurs. Et nos ressources doivent être les consommateurs de notre marque. Donc pour ça, on essaye d'être au plus près de leurs besoins, en ciblant nos discours, en ciblant nos actions, en fonction qu'il s'agisse d'un profil technique ou d'un profil plutôt back-office. Et comment ça se traduit pour toi, Nicolas? Bonjour. Alors nous, pour donner le contexte, donc on est une entreprise d'aujourd'hui un peu plus d'une vingtaine de personnes. On souhaite rester une start-up. On fournit aujourd'hui un service qui est quand même un service innovant, puisqu'on fournit une plateforme de formation, mais qu'on axe vraiment sur la transformation digitale. Donc une plateforme de formation qui doit permettre à l'entreprise de gérer sa transformation continue sur des cycles très courts. Et on va donc, je pense qu'il y a deux manières de répondre. On va aider nos clients. On est dans un quart des comptes du CAC 40. On a des clients donc, qui sont des très grandes entreprises, d'autres qui sont de plus petites. Mais les plus petites, ça va être 500 personnes.
donc qui ont des problématiques différentes des nôtres. Je pense que c'est intéressant de répondre à la question sur comment nous on gère, au moins pour faire contraste. Et c'est sûr que nous, nos problématiques aujourd'hui en tant que start-up en croissance rapide, à la fois en termes de nombre de personnes, on était, il y a un an on était 5, il y a un an et demi on était 5. Là on est un peu plus d'une vingtaine. Dans un an et demi on doit faire un peu plus que doubler encore les effectifs, et peut-être plus si on arrive nous en termes de résultats commerciaux aussi à aller plus vite. Donc on a une problématique qui est très spéciale, mais donc je pense que c'est intéressant de répondre. Aujourd'hui on a une stratégie de recrutement qui est donc avec principalement, je ne sais pas si c'est une stratégie, en fait c'est vraiment une tactique qui est de recruter des gens qui sont extrêmement bons et extrêmement motivés. On peut se permettre de résumer notre stratégie à ça, ce qu'un groupe ne peut pas faire évidemment, et c'est donc vraiment de voir des gens que je vois moi-même, que mon associé voit, et sur tous les postes, on cherche vraiment des champions, parce qu'ils sont aussi, dès qu'ils arrivent, le but c'est qu'ils s'intègrent rapidement, qu'ils amènent quelque chose, et qu'ils soient capables derrière de scaler leur département, de le processer, de le scaler. Donc il y a cette chose simple de dire on recrute que des champions, quel que soit le temps que ça nous prend ou l'argent que ça nous coûte en chasse. On a une très très grosse exigence, et en face de ça, pour les motiver, nous on fait beaucoup valoir la croissance de l'entreprise. On a des investisseurs aujourd'hui qui sont extrêmement reconnus dans l'environnement startup, puisque c'est Isaïe, donc Jean-David Chamboredon, Pierre Cusco-Morisset, qui ont fait donc une dizaine d'investissements en France, dont le premier était Blablacar. Nous, on était le 10e, le dernier en date encore aujourd'hui. Donc on fait valoir ça, qui nous aide beaucoup à recruter. C'est la renommée aujourd'hui du fonds d'investissement qui investit chez nous. Et enfin, le troisième point, c'est qu'aujourd'hui, tous les gens qui sont chez 360 Learning depuis plus de 12 mois ont des stocks. Et donc c'est évidemment extrêmement motivant pour eux de rejoindre un projet où ils vont pouvoir s'investir, mais aussi s'investir pour eux. On recrute des personnes d'une génération, donc je crois que tout le monde dans la boîte est entre 25 et 32 ans, sauf un qui est un peu plus senior et qui dirige la partie conseil, accompagnement de nos clients. Donc c'est une génération qui a besoin pour s'investir d'avoir aussi un retour très pragmatique, personnel, qui est l'intéressement. Voilà, ça c'est pour nous. Pour nos clients, et le service qu'on rend est quelque chose de très différent. Et nous on va aider nos clients sur la partie gestion des talents. Donc il y a une partie gestion des compétences et une partie motivation. La partie motivation, aujourd'hui, elle est très forte. C'est un des vecteurs principaux qui fait qu'on vend, c'est que nos clients, les DRH qui viennent acheter 360 Learning, le font en partie pour moderniser leurs outils et fournir un paysage en termes de SIRH qui soit au moins à l'heure des usages du web. Et c'est vrai que le retour que eux ont, c'est qu'une des raisons pour lesquelles les groupes, dès lors qu'ils font 500 personnes ou 100 000, ont du mal à recruter, c'est en partie parce que ces jeunes talents, les digital natives, sont angoissés à l'idée d'arriver dans une entreprise où on leur propose des outils qui ont 10 à 15 ans de retard sur l'état de l'art des pratiques du web. Donc nous on intervient déjà pour dire voilà, on a un outil qui est à l'heure des usages en interne, et une seconde partie qui est de leur permettre d'aider pour tout le reste de la population, ceux qui sont déjà là, les baby boomers qui sont quand même en grand nombre, aider à acculturer cette population sur l'usage des nouveaux outils, et les aider à gérer le change, qui est, donc, comme on disait à la keynote juste avant, qui est plus qu'une nécessité. Tu identifies du côté de la demande de tes clients, un petit peu en miroir des problématiques de Damien, cette nécessité d'accélérer un mouvement du business et de l'entreprise qui a énormément bougé et qui ferait que peut-être on n'a plus vraiment le temps de faire de la gestion des compétences comme on en faisait il n'y a pas si longtemps et encore dans certaines entreprises. Je m'inclus dans le bateau. Juste pour faire un petit focus sur l'APEC, on est 900 collaborateurs, une organisation multisite, un réseau physique de 49 centres APEC
à partir duquel se déploie l'ensemble des services clients en B2C et en B2B, donc qui sont essentiellement du conseil en gestion de carrière et du conseil en ingénierie des ressources humaines côté entreprise. On a un siège social dans le 14e arrondissement de Paris qui accueille nos équipes du portail apec.fr, notre DSI qui est importante, également un observatoire puisque l'APEC réalise des études et des enquêtes sur l'évolution du marché de l'emploi et quelle est l'évolution finalement du rapport entre les cadres et l'entreprise, comment ces deux acteurs-là se regardent et finalement arrivent à se rencontrer. D'un point de vue modèle économique, on est sur des transformations assez fortes puisque notre cœur de cible sont aujourd'hui, côté B2C, les cadres en activité, suite notamment à la fin du partenariat entre la NPE et l'APEC qui a lié l'APEC de 2002 à 2010, si je ne dis pas de bêtises. L'enjeu, c'est de pouvoir être un partenaire de confiance des cadres en activité qui ont des usages digitaux d'une manière ou d'une autre et qui sont les visiteurs d'APEC.fr. Tout l'enjeu étant de transformer les visiteurs d'APEC.fr en consommation de services pour le réseau de proximité. Indépendamment de ces enjeux de distribution, ça implique de faire rentrer chez nous la culture digitale, à savoir la culture consommateur, puis je veux dire dans le métier de consultant RH. Et comme depuis ce matin, on n'arrête pas de dire que les RH ne sont pas les premiers digitaux ou les plus proches d'une culture numérique, tout notre enjeu à nous est de pouvoir accompagner dans les faits cette mutation, ce qui implique, pour rebondir sur ce que disait Pierre Canet tout à l'heure, de se pluguer nous aussi au digital et de le vivre. Donc la question, c'est l'engagement, c'est l'implication. Aujourd'hui, au niveau des pratiques de ressources humaines, vous êtes tous les deux dans un rapport de marché qui, au final, met le rapport de force dans le camp, j'allais dire, du talent plutôt que dans le camp de l'entreprise. Qu'est-ce que ça change? Et j'aime assez l'idée de descendre, en tout cas, j'allais dire, les pratiques RH au plus près du terrain. Les ESN ont notamment une réputation employeur qui est compliquée aujourd'hui. Comment chez Anywhere vous cherchez en tout cas à faire la différence? On peut le faire déjà sur la partie discours, c'est-à-dire qu'on est les premiers qui croyons en ce nouveau modèle. On s'inspire beaucoup aujourd'hui de ce qui se fait sur les géants du web en termes de conditions de travail. Voilà, on investit énormément sur le bien-être des collaborateurs. Ça, c'est très important. Alors aussi bien sur le poste de travail, voilà, d'avoir des locaux un peu sympas, un peu qui permettent aussi de s'adapter au tempérament des personnes. C'est-à-dire qu'on a des jours où on va être de bonne humeur, des jours où on va être de mauvaise humeur, et ça fait partie de la vie de l'entreprise. Je crois que chez nous, on a arrêté de croire que les problèmes, on les laissait à la porte, et qu'au contraire, on avait un vrai rôle au quotidien pour accompagner les gens et tirer le meilleur parti d'eux-mêmes. L'une des conditions, c'est l'investissement. Encore une fois, c'est une stratégie qui peut coûter cher au demeurant, sur lequel on va avoir un ROI qui va être très lent à arriver et qui va vraiment nous placer dans une position où on veut fidéliser le collaborateur à l'entreprise. Donc voilà, une partie organisation au quotidien où on a beaucoup de managers de proximité, des gens disponibles. Moi, quotidiennement, j'ai des gens qui peuvent être les N-2, N-3, qui viennent dans mon bureau me poser des questions. Donc l'idée, elle n'est pas forcément de chanter les chaînes de responsabilité, mais elle est aussi de dire, voilà, l'entreprise sait se rendre agile par rapport aux demandes des personnes et ne pas trop s'enfermer dans des processus finalement qui ne rendent service à personne. Donc une part d'organisation et une part de volonté. Il faut beaucoup de volontarisme pour sortir les ESN de cette image de boucher qui malheureusement fait encore partie du quotidien. Et aujourd'hui, l'une des fiertés chez Anywhere, c'est qu'en 8 ans de création, on a eu une seule démission, ce qui pour une entreprise de notre secteur est quand même un exploit. Et voilà, on en est très fiers. C'est quelque chose aussi sur lequel on communique beaucoup.
Est-ce que tu pourrais partager avec nous, on a échangé entretien annuel, qui est souvent une des grandes pratiques, passage un peu obligé au niveau des ressources humaines. Là aussi, je veux dire, vous avez plutôt une pratique assez atypique en la matière? Oui, en cela que en fait, l'entretien individuel peut avoir lieu n'importe quand dans l'année et se fera forcément à la demande du salarié. Donc on parlait tout à l'heure, enfin, dans la précédente keynote, des limites parfois du droit du travail qui peuvent être certains des freins, mais chez nous, voilà, on part du principe qu'un salarié peut avoir besoin de 2 ou 3 entretiens dans l'année parce qu'il est dans une période de doute par rapport à sa carrière, il ne sait pas comment il veut l'orienter, il a besoin d'échanger, et d'autres, au contraire, qui sont complètement autonomes et qui savent qu'on a une ligne qui est déjà toute tracée. Donc voilà, on a des salariés qu'on ne voit qu'une fois tous les 3 ans, par exemple, et ce rythme leur convient bien. Donc en fait, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, c'est que chacun fait en fonction de son besoin, et c'est à l'entreprise, encore une fois, d'être disponible pour ses collaborateurs et de ne pas envoyer un petit carton d'invitation en fin d'année en disant voilà, on rentre dans la période des entretiens, qui en plus, bien souvent chez nos concurrents, ce qu'on remarque, c'est que ces rendez-vous-là sont plus finalement des rendez-vous d'augmentation de salaire, alors que finalement... moi, je fais moi-même les entretiens annuels où je dis on n'est pas là pour parler de cela. C'est l'effet pervers voilà, de la chose. On peut en discuter, mais c'est dans un autre cadre. Moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est que tu m'expliques voilà, comment tu te sens et vers où tu veux aller. Et ensuite, il y a la partie voilà, rémunération, outillage qui doit rentrer en compte. Mais c'est à la demande. C'est vraiment un service à la demande, puisqu'aujourd'hui, on a pris cette habitude de consommer dès qu'on en avait envie, que ce soit l'information, que ce soit la formation. On en parlait aussi dans une keynote. Voilà, le salarié doit pouvoir consommer son entreprise et les services de son entreprise quand il le veut. C'est l'idée, quelque part, de service RH à la demande, oui. Avec une approche assez sur mesure. Nicolas, est-ce que tu as suffisamment de recul pour nous faire un aperçu sur peut-être l'évolution dans la manière dont tes clients ou les clients des acteurs de la formation, est-ce qu'on achète de la formation comme hier, ou est-ce que les choses ont évolué de ce côté-là, et ça se traduit comment? Effectivement, extrêmement bonne question et vaste. Là, la formation aujourd'hui connaît une crise, en tout cas un shift, un changement de paradigme qui est équivalent au changement de paradigme qu'il y a eu dans la musique ou dans la presse, qui est ce changement de paradigme du digital. Et il est vraiment très impactant. Tous les acteurs de la formation qui sont des organismes de formation aujourd'hui sont dans un questionnement et une refonte très profonde de leur business model. Et les entreprises aussi, les attentes des entreprises par rapport à la fois aux outils et aux process qu'elles mettent en place sont en train de changer très fortement. Alors pour rattacher ça au thème qui nous est donné, je pense qu'il y a un point d'entrée qui me semble très pertinent, c'est celui donc des usages. C'est-à-dire que dans ce shift, vous disiez, aujourd'hui on donne le pouvoir au talent face à l'entreprise ou contre l'entreprise. Je pense que c'est assez juste pour peut-être préciser. Je dirais que l'entreprise se rend compte que designer des processus, déployer des outils, mettre des workflows en place, ça ne sert à rien si personne ne les utilise, et que la complexité, c'est de gérer ce changement qui doit être de plus en plus rapide, qui doit opérer sur des cycles de plus en plus courts. Donc si on décline ça après, ça veut dire voilà, à quelle vitesse on est capable de... je suis une banque, j'ai des agences, maintenant je veux faire des e-agences. Ça ne veut pas dire que les agences physiques disparaissent, ça veut dire qu'on change les processus et qu'on propose aux clients des nouveaux processus. J'ai 5000 agences partout en Europe. En combien de temps je suis capable de changer les processus ? Alors la difficulté, c'est pas d'avoir un bon ingénieur ou un bon chef des process qui design les processus, parce que déjà il n'arrivera pas à les sortir de sa tête les bons du premier coup, donc il va devoir changer plusieurs fois. Et donc comment est-ce qu'on gère de faire changer la manière dont travaillent toutes ces personnes sans avoir l'effet pervers qui est que, à force au troisième changement,
Le mec, il est complètement désintéressé, il dit je comprends rien à ce qu'ils font dans cette boîte. Ça fait le 3e changement, et en plus, c'est le 3e changement qui est complètement hors sujet par rapport à mes besoins. Donc j'arrête de lire ces emails et puis je vais continuer à faire comme je veux, et on verra bien si quelqu'un me tombe dessus, parce que d'expérience, je sais que même personne ne comprend ni ne contrôle ce qui se passe dans cette grande organisation. Donc ça, c'est la vraie question des usages et de la gestion du changement, qui est d'autant plus complexe que l'entreprise est grande. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on a une courbe d'efficacité de ça qui est que voilà, l'entreprise fait moins de 100 personnes, on y arrive, et puis au-delà, c'est à peu près inefficace dans toutes les entreprises. Donc l'évolution de la formation, je dirais qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de fusionner entre formation et change management, et qu'on dit, c'est pas tant former au sens améliorer les compétences, comme on l'a beaucoup dit depuis 10 ans, c'est former au sens déployer des pratiques, déployer des usages, mesurer ces usages, c'est-à-dire les maîtriser, mesurer l'impact et fédérer autour de ce projet. Donc ça, c'est vraiment je dirais, le challenge aujourd'hui, mais de toutes les boîtes. Ça fait peut-être 2 ans que les directions marketing, les directions communication amenaient ce sujet-là dans les entreprises. La grande nouveauté que nous, on voit depuis septembre, c'est, comme on le disait à la keynote précédente, c'est que le COMEX a pris acte et s'est retourné vers le DRH et lui a dit à toi, bon courage. Effectivement, et ça se traduit notamment sur un peu l'appétence qu'ont les collaborateurs sur les dispositifs de formation proposés par l'entreprise. Alors chez nous, par exemple, la formation, c'est un enjeu majeur, puisque c'est aussi l'occasion pour beaucoup de nos collaborateurs répartis partout en France de se rencontrer, puisque l'ensemble des formations présentielles ont lieu notamment au siège de la paix dans le 14e. On a fait des tentations de développer de l'e-learning qui souvent se sont traduits un petit peu comme un échec, pour le dire comme ça. J'aime assez l'interview que tu avais donnée chez BFM TV, qui est assez juste, notamment sur l'aspect... ces dispositifs d'e-learning, c'est un peu des trucs d'informaticiens qu'on balance à des consommateurs et qui se disent encore un parcours client compliqué, et qu'est-ce que ça va m'apporter, puisque moi j'ai mon quotidien et je suis attendu sur des chiffres et notamment sur des résultats. En parallèle, l'arrivée des MOOC sur le marché a changé énormément de choses, puisque je me suis notamment rendu compte je l'ai su notamment parce que des collaborateurs sont venus me voir, parce que je fais partie des gens qui tweetent, qui est assez digitalisé, donc la fonction RH n'est pas perdue, pas totalement. Beaucoup de collaborateurs se sont mis à se former, à se prendre en main hors temps de travail, parfois à l'insu de l'entreprise, et notamment avec cette facilité assez extraordinaire du côté des usages web, que proposent les MOOC. Et ça, c'est en train de changer profondément la manière dont les entreprises sont en train d'articuler leurs différents dispositifs. Est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus sur 360 Learning? Tu construis des dispositifs, tu es spécifiquement sur le MOOC, ou tu proposes un petit peu autre chose, 360? Alors, en 2 mots, on intervient dans les entreprises donc sur une problématique de digitalisation. On rentre en général donc soit sur un besoin d'acculturer globalement dans l'entreprise sur le digital, ou sur une transformation qui doit opérer. Je donnais l'exemple des e-agences. Ça peut être, on sort un nouveau produit, il faut que tout le monde le comprenne. Donc des thématiques métiers. On a 2 volets dans les projets qu'on mène. Un premier volet, donc d'être capable de déployer une Digital Academy on demand chez le client. Maintenant on a un peu plus de 500 programmes sur des thématiques, donc ça peut être du digital, big data, impression 3D, on a toute une liste, de la bureautique, des outils, du management, du comportemental. Donc là on a des MOOC, et le DRH choisit, il déploie dans son entreprise, et il a là un outil puissant pour acculturer et donner un socle de connaissances sur le digital à l'ensemble des collaborateurs.
il y a différents niveaux de spécialisation. Si sur le big data, à un moment on dit ok, les gens ont compris, en tout cas ceux qui veulent ont pu s'inscrire pour comprendre, et on a identifié quand même qu'il y a un département où il faut aller plus loin sur la formation, on a les niveaux donc pour aller spécialiser une certaine population et la monter en compétences avec ce côté expérience collective exaltante de l'apprentissage. Donc on le fait ensemble, il y a un rythme, on échange tous ensemble, on voit qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de le faire, il y a cette émulation qui se met en place et qui vient driver l'usage. Ça, c'est le premier volet. Et il y a le second volet qui est, je dirais, le plus gros morceau. Enfin, le premier est nécessaire. Le second aussi, c'est là où on va arriver à dégager le plus de valeur. C'est mettre en place un outil qui va permettre... alors là, c'est un peu technique. Hein, dans le monde de la formation, aujourd'hui, vous voulez créer un module de formation. Vous appelez un prestat, il va vous faire un module en utilisant un soft qui ressemble à Photoshop. Ça va vous coûter 30 000 € par module et ça va mettre 6 mois. Nous, on arrive avec une solution techno qui permet à un expert métier d'être formé en 5 minutes à l'utilisation d'un outil qui lui permet de créer lui-même sa formation, de prendre ses slides, de mettre des questions d'évaluation, d'avoir un cadre social dynamique, motivant, et d'envoyer ça aux bonnes personnes sur des cycles qui peuvent être, on a des use cases chez des clients à 2 ou 3 jours. On est capable de décider en 3 jours de déployer une formation sur 5000 personnes, de la déployer, d'avoir du feedback, de répondre aux questions, et de vraiment maîtriser là, le changement sur des cycles courts, sur des thématiques métiers. Et c'est... voilà, je dis aujourd'hui, c'est 50% de mes clients viennent nous voir pour cette partie-là et 50% pour la partie d'acculturation. C'est des clients qui ça peut être, là on est en train de faire un déploiement global chez Coface, donc c'est 5000 personnes et 800 000 personnes dans le réseau étendu, jusqu'à des entreprises comme Michel et Augustin, où c'est voilà, l'autre extrême de l'échelle. Comme je disais, on est aussi présent beaucoup dans le CAC 40, hein, Crédit Agricole, BNP, enfin, je ne vais pas tous les citer, on est dans 25% du CAC. J'ai une question que j'aimerais vous poser tous les deux. Un des pans du management des ressources humaines, c'est la mobilité interne. J'entends, et ça s'avère croisé avec d'une étude que j'ai réalisée dans le cadre d'une thèse professionnelle dédiée à la gestion des talents chez les pure players du web. Je recrute des personnes impliquées, je recrute des personnes expertes d'un point de vue métier. À un moment donné, votre expert, il a potentiellement envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, en particulier si la moyenne d'âge est plutôt jeune. Beaucoup parlent de fidélisation des talents. J'ai rarement croisé de vraies pratiques de fidélisation des talents. Qu'est-ce que vous mettez en place chez vous? Est-ce que vous travaillez particulièrement sur la rotation des postes ou des personnes? Je me permets de rebondir sur ce que tu disais sur la partie stock, puisque c'est aussi quelque chose qui fait partie de notre stratégie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de salariés qui ont une réelle envie de s'impliquer dans le monde de l'entreprise, de s'occuper de choses qui, a priori, ne les regardent pas, mais pour lesquelles ils ont non seulement des idées à faire valoir et une vraie valeur ajoutée. Et pendant longtemps, on était dans une démarche où on employait le salarié pour une mission, et puis finalement, dès qu'il nous demandait d'aller voir ailleurs, on était un petit peu embêtés parce qu'on n'avait pas grand-chose à lui proposer, soit par manque d'outils de formation, effectivement, ou par simplement pas de poste ouvert. Et aujourd'hui, vraiment, on a des salariés, l'aspect stock pour fidéliser, quelque chose d'important, non pas pour la partie financière, puisque aucun, finalement, ne fait jouer ses stocks in fine, mais par contre, ils ont l'impression d'être dans l'aventure, de faire partie du projet. Et pour l'avoir déjà évoqué avec certains collaborateurs, ils nous ont dit, voilà, s'il n'y avait pas eu ce petit truc en plus, peut-être qu'effectivement on serait allé voir ailleurs, mais ils se sentent finalement aussi investis de la réussite, puisque la réussite de l'entreprise, c'est d'abord la leur, et elle se matérialise soit financièrement, soit par d'autres biais. Mais voilà, ce sentiment d'appartenance chez nous est très fort et très important pour conserver nos talents, puisque c'est de dont on parle. Il y a une pratique que nous, on a mise en place et que moi, je trouve très, très pertinente sur la rétention des talents. Après, je préfère le dire tout de suite sur la capacité de mettre en place ce type de pratique dans des groupes plus importants.
c'est un point d'interrogation pour moi. Donc cette pratique consiste à dire, donc c'est deux choses. Un, c'est que premièrement, chaque personne, on définit vraiment son périmètre, et que sur son périmètre, il est owner, et que son boss, s'il a un boss, c'est plus un coach qui l'aide à mieux faire son job que quelqu'un qui lui dit comment le faire. Et c'est vraiment une condition nécessaire pour que le périmètre soit vécu comme un périmètre qui appartient à la personne. Donc, ce qui va permettre d'avoir de l'autonomie et de vraiment avoir une dimension d'implication forte, aussi de capacité à observer la performance, où personne peut dire bah oui mais là ça a raté parce qu'on m'avait dit de faire comme ça. En fait personne n'avait dit comment faire. Éventuellement si tu te posais une question, tu as pu discuter avec d'autres personnes qui t'ont donné leur avis, mais sur ce périmètre qui avait été bien défini, c'est toi et toi seul qui en est responsable. La deuxième chose, c'est que le manager, et donc c'est l'un de ses rôles, en tout cas chez nous, se pose la question tous les 3 mois de se dire, voilà, cette personne, si elle devait partir à la concurrence pour un meilleur salaire, jusqu'où moi je serais prêt à aller pour la retenir, d'écrire ce chiffre et de donner tout de suite ce salaire à la personne immédiatement, sans attendre, ce qui résout beaucoup de questions, puisque d'une part, chacun sait qu'il n'y aura pas de discussion. S'il veut partir, bah, il partira, il n'y aura pas de discussion, puisqu'il est déjà sur le salaire où on est prêt à le payer, et on s'est déjà posé la question, et qui permet aussi d'avoir des augmentations rapides pour les gens qui performent, et un message aussi clair pour les autres, qui est que, en général, les autres, nous on a quand même 50% des périodes d'essai ne vont pas à leur terme. Donc on est aussi très exigeant là-dessus. Encore une fois, on est une start-up et on a besoin d'inculquer très fortement ce côté performance pour que ça fonctionne. Je ne sais pas à quel point on peut faire ça si on est une boîte de 200 000 personnes. En tout cas, la capacité à résoudre la question du départ par l'augmentation rapide et forte du salaire n'est pas donnée à tout le monde. Je pense aux entreprises plus grosses. Je pense à un organisme paritaire comme le mien. Un élément que je trouve assez intéressant dans ce que tu viens de partager avec nous, c'est le fait de redonner de l'autonomie aux salariés qui se trouvent en front avec le client. Je pense en particulier en termes d'innovation managériale ou à la profonde transformation de la brasserie Poult dans le Nord, qui est une biscuiterie, où à un moment donné, le poids de l'organisation rend les choses assez compliquées. Je pense en particulier pour les commerciaux. J'ai échangé dans une précédente keynote sur tout ce qui est pratique d'évaluation et de mobilité interne. Et j'ai toujours tendance à dire, on reproche beaucoup aux commerciaux de ne pas être des chasseurs, mais souvent on oublie que les commerciaux qui performent, souvent ils supportent une organisation interne qui fait parfois tout pour qu'ils transforment du chiffre d'affaires. Donc c'est aussi à l'organisation de se remettre en cause, et c'est notamment un enjeu fort de travailler le développement des managers. Moyenne d'âge assez faible, en tout cas start-up, et chez Anywhere, vous êtes à quelle moyenne d'âge ? 42, quelque chose comme ça. D'accord. On a voulu aussi ne pas rentrer dans la culture du jeunisme. Ouais, dans le jeunisme, parce que on a eu la chance d'avoir des gens avec une très grande expérience qui ont été intéressés par notre modèle et notre vision. Donc c'est une chance aujourd'hui pour nous. Voilà, l'emploi des seniors, c'est quelque chose qui est très très valorisant pour l'entreprise et pour tout le monde au final. Ça a été un choix d'investir sur le management ? Oui, c'est un choix qui s'est imposé. De toute façon, une entreprise qui n'a pas de management, ça devient vite l'anarchie. Mais après, la question, c'est comment on perçoit le management. Je suis assez d'accord avec la vision de dire un manager n'est pas là pour t'expliquer comment tu vas le faire. Il va juste te dire attention, là, tu vas peut-être te planter. Mais c'est comme l'éducation des enfants, finalement. Parfois, ils ont besoin de tomber pour se rendre compte que voilà. Et nous, notre rôle, c'est de les aider à se relever, mais c'est pas de faire du vélo à leur place, par exemple. Il faut les laisser s'autonomiser, définir leur périmètre, effectivement, et ça, il n'y a pas besoin d'avoir le même âge que son subordonné ou son supérieur pour que le message passe, quoi. Est-ce que vous avez travaillé notamment la taille des équipes par manager ?
quel type de pratique vous mettez en place pour développer les compétences ou le talent de vos managers? Non, on n'a pas adapté les tailles d'équipe. Aujourd'hui, la personne qui manage la plus grosse équipe chez Anywhere fait partie des plus jeunes en termes d'âge manager. Voilà, c'est avant tout le talent finalement aussi du manager qui naturellement va réussir à fédérer autour de lui son équipe. En termes d'initiative, on laisse complètement le manager faire, c'est-à-dire que pour ça, il est autonome d'un point de vue budgétaire, parce que c'est important aussi, de mener ses propres actions et de laisser place à l'initiative. On leur donne des guidelines, on leur dit voilà, quelle est notre vision d'un bon manager, mais après, c'est à toi de nous prouver de ta valeur à travers les actions que tu vas mener. Donc on a vu de tout, hein, de ceux qui emmènent leur équipe en stage commando jusqu'au restaurant. Voilà, on laisse un peu les gens faire comme ils l'entendent. Tu disais tout à l'heure, c'est une culture très web. L'idée, on a de bons chiffres, on part tous faire un voyage au Maroc ou autre. Ça serait sympa d'embarquer ça chez nous. En termes de pratique, ça ferait un peu de monde quand même, un bon budget. Merci beaucoup à tous les deux. Peut-être un mot autour de la fin. Gestion des talents, quels sont vos enjeux pour construire votre entreprise demain? Nicolas? C'est une très bonne question. Notre enjeu à nous, encore une fois, chez 360 Learning, aujourd'hui, on est en train de beaucoup travailler sur... Moi, j'ai un rêve, c'est qu'on arrive à fabriquer une entreprise où la hiérarchie elle est quasiment disparue au profit d'une segmentation des activités où chacun a vraiment son périmètre. Et du coup, son périmètre est défini par des inputs qu'il reçoit, des outputs qu'il doit livrer et une performance. Et qu'il n'a pas besoin d'un chef. Éventuellement, il y a quelqu'un qui... mais donc c'est vraiment propre à une dynamique de croissance. Quelqu'un, je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, on accompagne nos clients dans les projets. La personne qui accompagne, à un moment, au début, avait fait aussi la partie support technique, donc répondre à des tickets sur des questions techniques. Et elle accompagnait tous les types de clients. C'était une personne. Au moment où on croit, c'est la capacité à avoir structuré chacune des activités pour permettre de créer un poste, mais qui ne va pas être un poste en dessous, qui va être un poste à côté, de plus en plus spécialisé, et où au final, en découpant les activités comme ça, par dichotomie, plutôt qu'en mettant des personnes qui ont la même fonction et le même profil les uns à côté des autres, on arrive à spécialiser et à responsabiliser chacune des personnes sans avoir besoin d'action hiérarchique au sens un boss qui contraint, mais plutôt quelqu'un qui vient et qui aide à onboarder, et puis une fois que ça tourne, qui arrive à se défaire de l'emprise qu'il pouvait avoir en tant que chef sur l'autre personne, mais ce qui nécessite aussi qu'il ait des stocks, parce que concrètement, si quelqu'un n'a pas de stock, aujourd'hui, son intérêt, ça va plus être de monter une équipe en dessous de lui que de manière horizontale à côté de lui. C'est des bonnes pratiques aujourd'hui dans les startups, hein, c'est des pratiques qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique, mais qui permettent d'impliquer d'une manière très importante les collaborateurs. Pour nos clients, on voit quelque chose de similaire, c'est-à-dire la capacité dans la formation, dans le partage des pratiques, d'avoir du pair à pair. Et donc de ne pas avoir du top-down, de ne pas avoir un message qui vient vraiment d'en haut, mais un message qui est porté par les experts, qui arrive à avoir de la visibilité, qui arrive à être responsable de ce qu'ils communiquent en interne, c'est-à-dire que si je suis l'expert de tel nouveau produit et que je forme les commerciaux sur ce produit, j'ai un accès direct, même si les commerciaux sont à l'autre bout de la terre, si ce sont de grosses équipes, je réponds moi en direct et je passe pas par un process et toute une chaîne longue et complexe où on sait même plus qui est owner de quoi, mais moi en direct. Et donc voilà, ça c'est ce qu'on propose avec 360 Learning, c'est quand je forme et que je veux changer quelque chose dans l'entreprise, je suis identifié comme la source du changement. Je reçois moi-même les questions que se posent toutes les personnes dans l'entreprise, je réponds et grâce à ça, je suis aussi capable de modifier ma formation, modifier le message que je transmets sur des cycles très courts. Et ce, dans des entreprises c'est aussi souvent un constat hein, par rapport à votre question, c'est l'image que l'entreprise a d'elle-même. Nous, on a des clients qui arrivent et vraiment, le début du rendez-vous, c'est alors, je vois ce que vous faites, je vois vos business cases, c'est génial, mais je vous arrête tout de suite. Nous, notre entreprise,
on est vraiment des dinosaures, les gens chez nous sont pas bons, ils sont pas motivés, ça va être très compliqué, et on est les seuls pour lesquels c'est comme ça. Et on est capable de faire 15 rendez-vous dans la semaine où on entend à chaque fois, nous c'est vraiment particulier, on est vraiment beaucoup plus en retard ou pénalisé que les autres. Et au final, c'est pas vrai. Enfin, c'est vraiment ça change très vite aussi, ça, avec les bons outils, le bon accompagnement. Je dirais les bonnes méthodes, quoi, un esprit lean, il y a un peu de travail toujours de transfert, mais ça crée de la joie en fait. Il y a une ressource d'énergie qui est la joie d'un collaborateur si on lui met un outil dans lequel, quand il est dans son e-agence et qu'il ne comprend pas le nouveau workflow, il est capable de le dire. Et il y a quelqu'un qui dit « j'aime ton commentaire » et en plus je te réponds avec une réponse concrète. Et voilà, ça crée... Enfin, c'est un moyen de changer le paradigme et de fédérer les collaborateurs de manière très puissante. Ce que tu me dis notamment me fait penser à une chose, on ne l'a pas abordé, c'est la question du SIRH, qui à mon sens gagnerait à être conçu comme un CRM, le CRM collaborateur. La grosse difficulté qu'on peut avoir dans nos grosses organisations, et peut-être que tu as cette problématique-là, puisque du coup, tes collaborateurs travaillent en mode projet sur différents projets clients. Quand à un moment donné, on veut créer un service, quand le réseau chez nous veut monter un service d'ingénierie pour tel type d'entreprise, on vient se dire mais quels sont les collaborateurs chez nous qui ont déjà travaillé sur des chantiers de ce type-là? Et souvent, c'est le bug, c'est comment arriver à repérer les talents. Souvent, on a des grosses usines à gaz en termes de CRH qui ne permet pas notamment d'identifier les talents, en tout cas les réalisations, notamment des personnes. Je ne voulais pas parler d'outils, mais je vais en citer un, puisque je ne saurais pas comment en parler autrement. C'est un outil qui s'appelle TagUp, qui permet notamment de se plugger sur des systèmes d'information existants et qui permet un petit peu, sur la logique de LinkedIn, tout ce qui est recommandation par compétence, où vous pouvez, j'allais dire, associer un tag avec un chantier client, une compétence, une réalisation faite sur le champ professionnel ou à l'extérieur, qui vous permet très rapidement d'agréger de la connaissance collaborateur et puis j'allais dire aussi, d'aller le voir et de faire en sorte que les gens puissent se parler sans forcément passer par toute une passerelle hiérarchique et puis d'aller plus vite, notamment pour servir les projets. Alors, pour ce qui est, nous, du management au quotidien, effectivement, on utilise en termes d'outils le réseau social d'entreprise, qui est quelque chose d'important, mais finalement, on s'est rendu compte qu'il ne correspondait pas spécialement à notre besoin, en cela que c'était jamais qu'une redite d'un Facebook entre collègues. Et ça, c'est un petit peu le piège dans lequel on peut tomber. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'outillage sur le marché n'est pas forcément encore très orienté sur ce que tu viens d'expliquer, hein, comment trouver la bonne personne au bon moment, au bon endroit dans l'entreprise. Pour nous qui avons une activité où, par définition, notre métier, c'est de ne pas être présent dans nos locaux, et de ne recouvrir que les fonctions de back-office. Voilà, c'est très compliqué de maintenir le niveau de compétences, enfin pas de compétences, mais de connaissances des compétences de l'entreprise, parce qu'on est parfois surpris d'apprendre qu'on a un collaborateur qui a des compétences sur tel domaine qu'on n'a peut-être pas identifié ou qu'il a développé lors de son dernier projet. Et ça, pour nous, aujourd'hui, c'est encore une difficulté, et on y travaille pour répondre à ce besoin qui est très, très important pour nos clients. Il y a un vrai bénéfice client aussi, de savoir que quand il fait appel à Anywhere, il va trouver la bonne ressource, là où avant peut-être on avait des gens qui essayaient de mettre des ronds dans des carrés, et c'est très, très important pour nous que de fournir la bonne ressource au bon moment. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous deux. Merci. Est-ce que la salle a des questions? Nos invités sont là pour y répondre. Oui, bonjour. En fait, j'ai raté le début. Alors, la notion de stock, je ne l'ai pas bien comprise, mais j'essaierai de vous voir après. Par contre, ce qui m'interpelle, c'est qu'on parle soit de petites structures, soit de difficultés dans les grandes structures. Est-ce que vous avez envisagé de faire des pilotes ou de l'expérimentation sur certaines divisions spécifiques dans les grandes structures, de façon à travailler par la preuve et puis à convaincre peut-être plus largement derrière?
Alors effectivement, sur les questions, j'ai répondu à la fois par rapport à nous, notre culture interne, dans une start-up en croissance de quelques dizaines de personnes, et ensuite sur vraiment à l'autre côté de l'échelle, nos clients qui sont des grands groupes, chez qui il nous arrive au début d'avoir à faire des pilotes, souvent effectivement pour démontrer par la preuve. Aujourd'hui, on arrive à démontrer plus en faisant appeler un DRH qui appelle son collègue chez qui on a déjà déployé de manière transverse et qui lui confirme les chiffres qu'on a déjà donnés. Donc on fait plus trop de pilotes, mais à la fois c'est pas les mêmes pratiques qu'on déploie. On va jamais aller voir un grand groupe en leur disant il faut casser la hiérarchie et puis donner des stocks à tout le monde, parce que c'est pas pour ça qu'ils viennent nous voir et c'est pas l'objectif, hein, pour être tout à fait clair là-dessus. Vraiment, nous on intervient sur leur capacité de change sur des cycles courts. Effectivement, il n'y ait plus de management, où il n'y ait plus besoin de management, où il y ait un leadership auto-organisé. Je trouve ça très, très intéressant. On voit que c'est la tendance. Et c'est décrit dans les bouquins, d'ailleurs, de leadership. Enfin, on le voit bien, que ce soit l'auto-organisation chère à la sociodynamique ou que ce soit en fait d'autres choses telles que la théorie de l'automotivation. Voilà, on voit bien que c'est bien ça, hein, les besoins fondamentaux de l'être humain, autonomie, compétence et affiliation. Donc voilà, bravo pour cette vision, hein, c'est très bien, enfin, c'est revigorant, et bravo aussi à Anware. Quelle est l'étape d'après, à votre avis, pour vous? En tant que société, vous êtes en start-up, donc vous avez une croissance, qu'est-ce qui va se passer? Le modèle, c'est quoi? C'est de revendre? Au bout d'un certain temps, c'est quoi? C'est quoi l'étape d'après? C'est une très bonne question. C'est une question qu'on se pose souvent, d'ailleurs, avec mon associé Guillaume, qui est au fond de la salle, dans l'obscurité, ou avec nos investisseurs aussi. Aujourd'hui, en tout cas, le projet qu'on est en train de construire, c'est d'arriver à fabriquer cette organisation qui est constituée de multiples parties les plus spécialisées et les plus autonomes possibles, de manière, parce que c'est la solution différenciante qu'on a aujourd'hui, nous, pour avoir une croissance avec une courbe convexe, qui est, moi, mon obsession. Donc c'est de maintenir la convexité de la courbe, parce que globalement, je dirais que c'est moi, mon scope en tout cas, c'est la mise en place de ces process et de cette culture. Parce que si je m'arrête de travailler, à un moment la croissance elle est comme ça, et puis le moment où je m'arrête de travailler, ça continuera, mais en ligne droite. Comment maintenir cette convexité? Donc c'est selon nous aujourd'hui, mais je pense que c'est vrai un nombre vraiment de quasiment toutes les startups du secteur tech et Internet, c'est que la réponse, elle est dans ce côté organisation où, à un moment donné, si on a tout bien segmenté, la notion même, peut-être la frontière de l'entreprise peut disparaître, au sens où il n'y a plus beaucoup de différences. On pourrait prendre un bout et dire, ça on va... C'est pas vraiment qu'on va l'externaliser, mais c'est qu'on va couper à cet endroit. On paye selon la quantité de travail qui est faite par ces agents spécialisés, et ça devient une brique de l'entreprise quasiment autonome qu'on pourrait peut-être détacher, un peu comme un organisme. Bon, voilà, mais il y a des... je pense que nous, on est dans le paysage européen, on est très extrême là-dessus. Si on se replace dans le contexte américain, qui est leader sur ces questions-là, il y a des entreprises comme Zappos, on voyait Virgin, là où il y a des mesures très, très puissantes qui sont prises. Là, il n'y a plus de vacances, hein, c'est la notion de vacances disparaît, c'est chacun vient ou part quand il veut. Chez Zappos, il n'y a plus du tout de management, donc il n'y a même plus de grade, il n'y a plus aucune notion de management. Il y a des choses qui se font qui sont très intéressantes sur ces sujets-là. Et je me permettrai d'ajouter que ça passera aussi, je pense, par l'outil législatif. C'est qu'aujourd'hui, on a un modèle, on a un code du travail qui peut être pénalisant et qui a été construit dans un esprit de protection et qui finalement est aujourd'hui plus un boulet. Cette notion de management qui peut être diffusée, oui, mais jusqu'à quelle limite? On a eu une expérience malheureuse chez Anware de quelqu'un qui finalement en est venu à nous le reprocher
et qui a eu raison. Donc c'est un petit peu embêtant parce que on peut pas vouloir imiter les Américains sur ce modèle-là dès lors qu'on n'a pas les mêmes armes pour combattre. Et aujourd'hui, on est bloqué par nos propres mécanismes un peu sociaux et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Donc l'étape d'après, je pense, passera par une prise de conscience aussi de l'exécutif pour accompagner ces entreprises-là dans cette mutation. Ou une prise de liberté vis-à-vis des règles de la part des entreprises. Avec les risques que ça suppose, mais oui. Il faut savoir être borderline parfois. Merci beaucoup à tous. C'est l'heure de la pause déjeuner. Donc nous vous libérons. Et puis rendez-vous à la prochaine Keynote cet après-midi. Merci à vous.